un grand merci d'être là. On a un thème qui est bien évidemment très vaste, qu'on va essayer de traiter par angle, parce qu'on ne pourra pas rendre compte en une seule matinée ou en une seule heure de toute sa diversité. Ce qui est important, je crois, de bien voir, c'est que la digitalisation du offline, c'est avant tout un moyen et non pas une fin en tant que telle. Mais derrière ça, il y a un certain nombre d'enjeux. Et je crois qu'on peut en dénombrer 5. Premièrement, et ça me semble être l'enjeu le plus global, un enjeu d'adressabilité des messages. Délivrer le bon message à la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Alors, est-ce que c'est une chimère ou est-ce que c'est une réalité? J'espère qu'on pourra avancer sur cette question à travers le débat. Deuxième enjeu, bien évidemment, un enjeu de transformation des process. Un enjeu également de distribution des messages liés aux différents modes de consommation. Avant, on était sur une consommation totalement linéarisée, qu'on connaissait tous dans notre enfance, on va dire. Aujourd'hui, on est sur une consommation qui est totalement délinéarisée, avec bien évidemment les problématiques de replay, de podcast, de streaming, et ça sur n'importe quel device. Donc ça pose bien évidemment un certain nombre de questions, et j'espère qu'on pourra y répondre. Troisième enjeu qui nous semble fort, un enjeu de contenu. Comment fragmenter les différents contenus en fonction justement des modes de consommation. Comment également personnaliser ces contenus. On a des cibles différentes, donc on doit leur parler différemment. On a des groupes d'individus différents. Bien évidemment, spécifier également ces contenus en fonction des devices, en fonction des points de contact et en fonction du mode de consommation de ces points de contact. On va y répondre à travers différents exemples. Comment scénariser les contenus, et derrière tout ça, avec une vraie question qui est celle de la mesure des différentes contributions et donc de la mesure de l'attribution et de la performance des différents médias. Ce qu'on sait très bien faire en digital et ce qu'on va, j'espère, très bien savoir faire dans les prochaines années en médias offline. Et puis, un quatrième enjeu qui est un enjeu technologique, mais aussi un enjeu de mesure. L'idée, c'est que chaque média a ses propres critères d'études, de mesure. Est-ce que, avec ses propres indicateurs, est-ce que, là aussi, chimère ou réalité de penser qu'on pourrait avoir sur l'ensemble des médias offline, mais aussi avec le digital, des indicateurs transversaux qui pourraient rendre compte de façon beaucoup plus précise de la performance des différents médias. Et puis, enfin, un enjeu très fort qui est celui de la data, dans un contexte de RGPD qui bien évidemment est en pleine acuité. Comment les médias offline font pour récupérer cette data, comment ils l'intègrent, comment ils enrichissent la qualité de leur ciblage. Bref, tout un tas de questions qu'on va essayer de développer aujourd'hui. Mais d'abord, avant tout, un premier élément de contexte, et ça, Emmanuel va vous le présenter. Merci. Ça commence bien. Donc effectivement, on va parler de contenu, délinéarisation du contenu. Et puis surtout, il y a un élément qui est très important, c'est l'accès aux médias, l'accès au contenu qui a quand même été considérablement changé ces 15 dernières années. Alors j'ai fait une petite frise complètement arbitraire, qui ne se veut pas du tout exhaustive, mais pour replacer un petit peu la manière d'accéder le contenu et consommer le contenu qui est très soumis à comment la technologie, notamment la technologie grand public, a joué un rôle important là-dedans. Donc il y a des choses qui nous sont complètement usuelles aujourd'hui, complètement quotidiennes, et qui sont finalement très récentes. Donc si on fait un petit bond en arrière, déjà en 2003, il y a à peine 15 ans, on a moins d'un tiers de la population française qui a accès à Internet. Donc en fait, Internet, en caricaturant un petit peu, en 2003, c'est surtout un outil de travail, un outil d'information. On n'est pas encore dans l'utilisation grand public de l'entertainment via le web, parce que tout simplement, il n'y a pas un accès. On est encore avec les bons vieux CD AOL, Liberty Surf ou Wanadu, avec un débit qui est quand même pas terrible pour justement faciliter cette réception de data. Le lancement du Wi-Fi moderne, entre guillemets, tel qu'on le connaît aujourd'hui, et qui a facilité le fait de transporter, de pouvoir transposer cette data dans le monde entier, effectivement, existe que depuis à peine 15 ans. Le premier iPhone, c'est pas parce qu'on aime Apple, mais tout simplement parce que c'est la première fois qu'on a un univers qui vient du web, sur mobile, qui va se transformer sur un univers applicatif.
et qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près les 3/4 du temps passé sur un mobile qui se fait via une appli et plus forcément via le web. Le web est devenu largement minoritaire. Donc ça, c'est une notion qui est importante, on en parlera après. La 4G en 2012, qui va faciliter évidemment l'accès notamment à la vidéo, parce qu'on va avoir un débit beaucoup plus fort en termes de données. Donc ça fait partie des leviers importants. C'est là qu'on démocratise de manière assez forte l'accès à la vidéo, on en parlera tout à l'heure. Si on regarde en 2016, on est passé de moins d'un tiers de la population en 2003 à 85% de la population qui a accès à Internet. En gros, Internet est partout. On a également la moitié à peu près de la population française qui a accès en haut débit. Et effectivement, ces chiffres-là montent de mois en mois de par les équipements, en fonction des régions, la couverture des zones blanches, etc. Un élément qui est important aussi, c'est la consommation de la presse. On lit toujours, mais on lit de plus en plus sur le digital. La moitié du temps passé à lire la presse se fait sur un device digital en 2016. Donc ça, c'est une notion qui est importante aussi, parce qu'effectivement, le fait de livrer le contenu différemment va jouer de manière importante. Quasiment les 2/3 des télés sont connectables, donc avec un accès direct à Internet, on en parlera tout à l'heure. Et puis on parle beaucoup des objets connectés. Finalement, la première voiture connectée, c'est une BM, qui est lancée à peine en 2016. Donc ça, effectivement, il y a toute une révolution industrielle de la voiture en elle-même qui devient aussi un device au final. Donc ça, c'est une notion qui est importante. En 2017, l'accès à Internet se fait prioritairement sur mobile. Donc finalement, en 15 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Et puis il y a eu forcément des nouveaux acteurs. Facebook est créé en 2004, YouTube en 2005, Spotify en 2006 et Netflix qui existait déjà mais qui a changé son modèle est devenu à utiliser toute la bande passante des telcos américains pour justement distribuer de la vidéo en ligne. On en parlera tout à l'heure sur son impact. En 2017, Facebook, on n'en parle pas, c'est 2 milliards d'utilisateurs. Google, c'est 20 milliards de visites par jour. Donc, effectivement, on a des acteurs qui n'existaient pas, ou très très peu, en tout cas il y a une quinzaine d'années, et qui, par les taux d'équipement et les technologies possibles, sont devenus des acteurs très importants dans un monde digital, et puis on verra leur impact sur le offline. Forcément, la pub, elle a été aussi bousculée. Donc déjà, on est passé dans un monde de 6 chaînes télé en mars 2005 à 18. 12 chaînes de TNT arrivent. Aujourd'hui, elles représentent, en 2018, 30% de l'audience. Donc forcément, ça a changé aussi la manière de penser la télévision, de penser le média planning pour l'annonceur. La radio, on en parlera tout à l'heure, c'est à peu près 6,5 millions d'auditeurs quotidiens qui écoutent la radio en France par un device digital. Donc ça, c'est pareil, on parlera aussi de cette délinéarisation du contenu et le fait d'être sur du multiplateforme. Forcément, le bon vieux transistor n'est plus uniquement le seul référent. Le digital a accéléré fortement, notamment sur sa manière de monétiser. Le lancement du programmatique en 2009, qui aujourd'hui représente quasiment les 2/3 du marché français. La transaction se fait de manière automatisée avec l'utilisation de la data, plus ou moins avec des biais, mais en tout cas, il y a une vraie révolution là-dessus. Le digital outdoor, qui existe déjà depuis beaucoup d'années, mais en 2012 a vraiment fait ses premières grosses avancées. On en parlera avec Jean de JC Deco. Et la télé, les premières pubs programmatiques aux États-Unis qui arrivent en 2014. Donc effectivement, on voit que les frontières sont en train de gentiment se casser entre le digital d'un côté, le offline de l'autre. De l'autre côté, on voit bien que les purs players digitaux, eux, sont toujours dans cette dynamique et plus forcément être sur du media planning, mais de l'audience planning, utiliser de la data pour toucher l'internaute, l'utilisateur, là où il se trouve. C'est là notamment Amazon, fort des datas de son site de e-commerce, qui par exemple se lance dans la pub, et c'est une vraie diversification pour lui en 2014. Pour conclure l'intro, parce qu'elle est un peu longue, on est passé d'un monde finalement linéaire. Alors linéaire, c'est je consomme un contenu à un moment précis, sur un device précis et sur une chaîne ou une station précise. Donc en gros, je regarde TF1 20h50 en direct le samedi, je suis en train de consommer un contenu linéaire. Ça, c'est ce qui s'est passé pendant quasiment 50 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement ça. Il y a aussi toute la partie non linéaire, le fait de regarder en décalé, en replay, que ce soit en gratuit, via des plateformes que proposent les chaînes par exemple, ou en payant. L'exemple de Netflix ou de Canal, je paye, et du coup, ce n'est pas le même modèle économique. L'un vit de la pub, l'autre effectivement sur un abonnement payant. Et il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est effectivement le mode de réception. On n'est plus uniquement sur un transistor radio ou une télé, mais effectivement, il y a des télés connectées avec accès Internet, mobile, tablette, PC, qui donc du coup donnent un champ des possibles beaucoup plus large. Donc pour parler de tout ça,
je vais demander d'accueillir sous vos applaudissements nos invités par ordre alphabétique. Laurent Bliot, qui est directeur général adjoint de TF1 Pub. Prenez place, Laurent, prenez place. Frédéric Lapère, qui est Chief Digital Officer du groupe Énergie. Jean Muller, qui est DG au commerce et à l'innovation chez JC.Deco. Et Fabien Aumont de chez Hauss, donc qui est AOL Microsoft Yahoo, qui a changé de nom, c'est Microsoft. Le directeur des problématiques et des technologies. Moi, j'avais une première question, justement, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on disait avec la frise. Est-ce que, notamment Frédéric, tu pourrais nous parler un petit peu de... Voilà, on voit que les frontières sont en train d'être de plus en plus tenues. On a une autre consommation de l'audio, par exemple le fait de travailler, de fait de pouvoir écouter de la musique ou des podcasts et de la musique en streaming, type Spotify ou Deezer par exemple. Est-ce que déjà chez Énergie, vous considérez que c'est un concurrent, ces plateformes-là? Et si oui, comment est-ce que vous faites pour continuer à vous différencier par rapport à une autre offre audio? Alors déjà, je suis content qu'on commence par la radio, Radio Number One, comme dirait le slogan d'une célèbre radio. Alors c'est vrai que c'est assez étrange qu'on cherche à comparer finalement les Spotify, les Deezer, donc le streaming à la demande et la radio, parce que pour moi ce sont des fonctionnements, des comportements complètement différents et complémentaires. Le streaming à la demande, il a fait quoi? Il a remplacé la consommation de musique personnelle, c'est-à-dire le disque vinyle, la cassette, le CD, voire le MP3 récemment. Donc c'est pas du tout le positionnement du groupe Énergie, dont la promesse est on écoute de la musique gratuitement, et 2, si on se branche sur Énergie, on a l'assurance d'écouter des hits, soit des stars déjà reconnues, soit des artistes en devenir dont on sait que si on passe la chanson à l'antenne, elle va devenir un hit. Donc voilà, donc c'est vraiment un autre comportement, une autre consommation de la musique. Pour donner juste un exemple, en Suède, qui est donc le pays de Spotify, avec une forte pénétration de Spotify au sein de la population, les investissements publicitaires en radio musicale ont augmenté de 38% en 4 ans. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas forcément un mélange des genres à effectuer. J'essaie d'aller un peu vite, mais quand même j'explique un petit peu. Nous, on a plutôt eu, et très tôt, la stratégie d'amplifier nos contenus sur la sphère digitale en créant dès 2005 les web radios. Donc aujourd'hui, on en a à peu près 250 qui vous accompagnent suivant vos goûts ou suivant vos humeurs. Vous faites du running, il y a Énergie Running. Vous avez un chagrin d'amour, c'est Énergie Broken Heart, et ainsi de suite. Donc on vous accompagne partout, à tout moment de la journée. Et ça, avec le vrai savoir-faire, le savoir-faire identique sur le linéaire et sur le digital. C'est-à-dire que la programmation digitale des 250 web radios fait appel aux mêmes programmateurs et que la qualité sonore est également très très bonne qualité, j'en dirai pas plus, mais au-dessus de la qualité qui est proposée par Deezer et Spotify sur le digital. Voilà, donc tout ça pour dire que finalement, ce qui nous différencie, c'est les comportements des utilisateurs, mais également le fait que nous, on apporte une caution d'éditeurs. On éditorialise la musique là où Spotify et Deezer sont plutôt des plateformes qui proposent à l'usager d'éditorialiser sa propre musique. Voilà. Avec tout ce que ça a de chronophage, évidemment, de rafraîchissement, etc. Donc nous, c'est beaucoup plus facile. On appuie sur un bouton et on est là. Chez JC.Deco, le digital outdoor est en plein boom. Est-ce que tu peux nous en parler, Jean, déjà sur que représente aujourd'hui le digital outdoor dans votre offre outdoor? Quelle est votre stratégie d'inventaire par rapport à ça? Est-ce que ça va remplacer à terme? Est-ce qu'il y aura du digital partout et ça va remplacer tous les panneaux classiques outdoor qu'on voit? Comment est-ce que vous travaillez ce sujet-là? Alors effectivement, le digital out of home, c'est un des segments des médias qui progresse le plus ces dernières années. Si on prend les chiffres publiés par Zenith Optimedia de 2017 à 2020, alors le média qui a le plus progressé, c'est l'Internet mobile, à plus 13,5% des investissements. Et juste derrière, c'est le DOH, à plus 11,5%. Le cinéma est à plus 10%. Dans un contexte où l'out of home traditionnel, ce qu'on appelle le TOH, continue à progresser, puisque sur cette période-là, il a progressé encore de plus 2%, quand la télévision et la radio ont progressé que de plus 0,7%
en termes d'investissement publicitaire, et ça, ce sont des données mondiales. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un média de la communication extérieure qui est le seul média offline qui a résisté à la percée d'Internet ces 10 dernières années, dont le driver le plus important aujourd'hui est le digital out of home, qui représente à peu près 10% des investissements publicitaires mondiaux en matière de communication extérieure. Alors, c'est un peu plus chez JCDecaux, parce que c'est 17%. Ça croît assez vite, donc en France, on est à 12%. Le digital out of home, c'est 12%. Ça va continuer à croître, puisque d'après Magna, on va avoir une croissance à double digit sur les 3-4 prochaines années. Donc on a géré un driver fort avec le digital out of home, mais dans un contexte où le média a le mieux résisté à la percée d'Internet ces 10 dernières années. Donc alors après, si on veut quelques autres chiffres en termes d'inventaire, il y a à peu près 300 000 écrans digitaux dans le monde. Donc d'abord, ça s'est développé dans les lieux couverts, donc nous ce qu'on appelle les univers de transport, les gares, les métros, les aéroports. Donc c'était d'abord des univers qui étaient plus faciles à, j'aime pas ce mot-là, digitaliser ou à numériser, ou en tout cas à transformer, parce que plus petits, moins de problèmes en termes de régulation, puisqu'on est sur des espaces privés. Alors il y a aussi les centres commerciaux. Et puis maintenant, ce qu'on voit se développer, c'est le digital urbain dans le monde entier et y compris en France. Quelques chiffres encore. Donc je vous dis, pour nous, dans le monde, on fait 3,5 milliards de chiffre d'affaires. Le digital out of home, c'est 17%. C'est 22% dans les univers de transport. C'est 14% pour ce qu'on appelle le mobilier urbain digital et c'est 9% pour l'affichage grand format. Donc d'abord, il s'est développé dans les lieux fermés, les lieux clos. Et aujourd'hui, on voit un avènement du digital out of home dans les milieux urbains, dans les villes. Et ça, dans le monde entier. Du coup, forcément, s'il y a plus de digital, on se dit assez mécaniquement, il y a plus de tracking possible, plus de personnalisation possible. Aujourd'hui, vous avez mis en place l'année dernière des outils pour les acheteurs, pour les agences, pour les annonceurs, pour justement aller un petit peu plus loin spécifiquement sur le digital out of home. Est-ce que tu peux nous parler du coup de SmartBricks? Oui, alors c'est vrai que dans ce monde que tu as décrit, qui est, là vous voyez une démonstration, dans ce monde que tu as décrit qui s'est profondément transformé ces 10-15 dernières années, il y a à la fois la transformation de notre propre média ou d'une partie de nos actifs, puis également effectivement l'accès aux médias avec des plateformes. Et en l'occurrence, nous on a créé notre propre plateforme, ça s'appelle SmartBricks, et où donc, vous avez la possibilité, en fonction de vos cibles, socio-démo, de ce que vous voulez atteindre comme... et là, on peut aller très très loin dans ce qu'on appelle le data planning. En fonction de vos investissements, des durées de votre campagne, eh bien, vous allez rentrer toutes ces données et on va construire un media planning ou ce qu'on appelle du smart planning, puisque vous faites souvent l'opposition entre media planning et audience planning. Ben, nous, on y est là complètement avec SmartBricks, puisque l'idée, c'est bien d'être en capacité de toucher la bonne cible au bon moment. Mais je pense que si on essaie un peu de voir les grandes tendances, le digital out of home, c'est un nouveau média. Au-delà d'être la transformation d'un média, si on prend l'exemple de la France, par exemple. Nous, en France, on a 150 000 objets, 150 000 supports publicitaires. On aura en extérieur 2000 écrans à la fin de l'année prochaine. Donc on voit que finalement, c'est deux médias. Et quand on a cette volonté d'être très puissant et d'être en capacité de délivrer le même message au même moment à tout le monde, parce que ça aussi, c'est quand même un objectif pour les marques. Quand vous lancez un produit, okay, c'est bien l'ultra-ciblage, mais à un moment, vous avez des objectifs de masse et de puissance. Et or, vous avez le meilleur de ce monde-là avec, je dirais, l'out of home classique, dont là aussi, les prévisions publicitaires, c'est que ce média va continuer à croître dans les prochaines années. Et puis, vous avez une autre possibilité qui est l'ultra-ciblage. Et c'est effectivement cette capacité à donner un message très différent dans la rue ici, à côté de République, puis un autre message potentiellement dans un autre arrondissement de Paris. Mais c'est déjà le cas avec le papier aujourd'hui, puisqu'on peut avoir alors, c'est toutes les semaines, mais on peut avoir des affiches qui soient différentes en fonction des lieux dans lesquels on est. C'est vrai qu'avec le digital, là, la transformation, elle est quasiment en real time. Effectivement, il y a un orage, hop, vous êtes dans le prêt-à-porter, vous allez avoir un produit qui s'y adapte. Et puis si au même moment, il fait super beau, parce que les orages sont très localisés à Neuilly, on peut avoir un autre produit mis en avant pour la même marque. Voilà, donc c'est vrai que ce qu'apportent ces technologies du digital out of home avec l'accès à ces nouvelles plateformes, c'est cette capacité de contextualisation possible. Voilà. Mais il ne faut pas opposer les deux. Je pense que c'est aujourd'hui
c'est un driver de croissance fort, mais qui se fait dans un contexte où le média continue de manière traditionnelle à gagner des parts de marché. Forcément, le parallèle est trop beau avec la télé, parce que c'est assez proche. Donc, je demanderai à Fabien tout à l'heure l'expérience internationale sur ce qui concerne AOL. Mais Laurent, où est-ce qu'on en est en fait de la télé segmentée, la télé avancée, la télé programmatique? Déjà, comment est-ce qu'il faut l'appeler? Et puis, où est-ce qu'on en est sur le marché français? Alors déjà, je pense que quand on dit programmatique, il faut savoir qu'est-ce qu'on met derrière le mot, quoi. Parce que programmatique, ça veut dire automatisation des transactions. Ça, c'est un élément important de la définition. Ça peut vouloir dire RTB. Je voyais sur ton schéma, tu mettais RTB comme symbole de la programmatique, mais en fait, il y a beaucoup de programmatique où il n'y a pas de RTB. Donc, real-time bidding. Et ça peut vouloir dire data. Mais ça peut vouloir dire qu'un seul de ces trois éléments-là. Et en fait, ce que je retiendrai comme élément, on va dire, déterminant de est-ce que c'est programmatique, c'est l'automatisation de la transaction. Parce que même sur le digital, beaucoup de programmatique se fait avec des deals gré à gré qui ont été passés avant, il n'y a pas d'enchère. Vous savez tous ça. Donc, déjà, c'est un élément. Ensuite, je reviendrai juste sur une chose qui a été dite dans l'introduction, ça n'est pas complètement délinéarisé du tout. Puisque, en gros, on est à 3h30, 3h40 de consommation en linéaire quand on est à quelques minutes de consommation délinéarisée. Donc oui, c'est en train de progresser et ça va encore progresser, mais on est encore dans, on va dire, un flux linéaire qui est encore très très consommé, on va dire. Voilà, qui ne répond pas exactement aux mêmes choses. Je ne ferai pas tout à fait la même analogie qui a été faite par mon voisin, mais quand même, il y a quelque chose là. Pour Netflix, par exemple, la consommation des contenus audiovisuels, ça ne se résume pas aux séries, quoi. Voilà. Bon, juste petite parenthèse. Pour répondre à ta question, en fait, il y a sur la télévision linéaire, on est en train de réfléchir, nous, dans le groupe TF1, à effectivement mettre des inventaires de télévision linéaire en programmatique l'année prochaine. Sachant que, alors quand je dis en programmatique, ça veut dire en programmatique, par exemple, sur un outil comme TubeMogul. Je cite celui-là, ça pourra en être un autre. Mais par exemple, donc ça c'est quelque chose sur quoi on n'a pas encore franchi le pas. Le pas a été franchi aux États-Unis effectivement il y a quelque temps. Donc on y réfléchit et je pense probablement qu'on ira. Ensuite, il y a la dimension data. Là, elle se fait, on va dire, on peut la faire à deux niveaux. Parce que quand on dit data, c'est vrai qu'on a tendance à penser instinctivement à la data individuelle, de granularité individuelle, telle qu'on peut la voir effectivement sur le digital, et telle qu'on pourra la voir peut-être si la réglementation nous permet à un moment de faire de la télé segmentée ou adressée, selon comment on peut l'appeler. Donc ça, c'est en cours de discussion par les autorités. Vous savez qu'il y a une réforme de l'audiovisuel qui est en préparation. Donc on attend et on espère que effectivement les autorités vont nous autoriser à segmenter nos signaux, c'est-à-dire que vous ne le savez peut-être pas tous, mais aujourd'hui, une chaîne nationale comme TF1 ou comme TMC ou comme M6 ou comme France 2 ou comme quasiment tout le monde, sauf France 3 Régions et les chaînes régionales, on a notre signal, le signal qu'on émet, il doit être unique sur tout le territoire. Voilà, comme ça, y compris la publicité. Donc c'est là-dessus qu'on est en train d'essayer d'influencer les autorités pour qu'ils laissent tomber cette réglementation-là. Donc on reparlera peut-être de cette chose-là un peu plus tard dans la conversation, mais il y a d'autres façons, on va dire, de mettre de la data sur les audiences de la télévision. C'est des choses qu'on fait depuis quelques années à TF1 Publicité, grâce au panel de consommateurs, par exemple. Kantar a un panel de 20 000 foyers qui s'appelle World Panel. C'est 20 000 foyers, tout ce qu'ils achètent en grande consommation, c'est scanné, ça remonte dans une base de données. Ces gens-là sont torturés, j'allais dire, 2 fois par an sur leurs habitudes d'écoute média, télé, affichage, enfin tous les médias, et il y a un rapprochement statistique qui est fait avec le Mediamat. Donc je peux, par exemple, si vous vendez des yaourts, plutôt que de vous proposer simplement une cible de femmes responsables des achats avec enfants de moins de 15 ans, c'est la cible des yaourts. Je peux vous proposer des acheteurs de yaourts ou des gens qui génèrent beaucoup de quantités achetées de yaourts, ce qui est encore autre chose. Donc, c'est de la data. Donc, c'est vrai que quand on dit data, on a tendance à assimiler data avec granularité individuelle, micro-targeting.
Donc, c'est vrai que pour l'instant, en télévision linéaire, on sait optimiser, parce que là, j'ai fait l'exemple des yaourts, mais je pourrais le faire pour les intentionnistes d'achat d'automobile, les gens qui veulent changer de banque, les gens qui veulent changer d'assurance, les gens qui sont sensibles au bio, les gens qui sont... etc. Donc, on a créé une gamme de... on appelle ça des GRP data, très très vastes, et ça, c'est des cibles d'optimisation. C'est-à-dire que plutôt que d'optimiser sur des cibles socio-démo dont on sait les limites, on optimise directement sur des cibles soit de gens qui sont vraiment intentionnistes d'achat du produit, soit de gens qui génèrent beaucoup de quantités achetées du produit. C'est déjà possible, ça marche, on l'a testé plein de fois avec Marketing Scan. Systématiquement, vous dépensez le même argent, vous vendez plus. Voilà. C'est déjà très intéressant. Ensuite, sur les plateformes digitales, sur MyTF1 notamment, c'est vrai que là, comme on a les utilisateurs de MyTF1 sont logués depuis 1 an maintenant, on a à peu près 20 millions d'utilisateurs qui sont logués, donc ça veut dire que là, on a autre chose, on va dire. Là, on a une granularité individuelle où on sait le socio-démo de la personne, on sait tout ce qu'il consomme sur notre plateforme, éventuellement s'il achète de la VOD, éventuellement s'il achète des trucs à téléshopping, éventuellement. Donc là, effectivement, on est aussi sur des offres de data, mais qui sont pour le coup vraiment disponibles en programmatique, etc. Donc voilà, on est en fait dans un moment où je pense que, je ne vais pas être trop long, mais juste dire que pour moi, ça dépend des objectifs du client. Il y a des clients, comme ça a été dit, qui ont des objectifs de toucher beaucoup de monde, c'est important, rapidement, et pour faire ça, il n'y a rien de plus efficace que l'affichage ou la télévision, puisque c'est les médias les plus puissants. Et faites une grosse campagne d'affichage chez mon camarade ou une grosse campagne télé chez moi, au bout de la semaine, vous aurez touché 85% de la France. Voilà, c'est fait. Et ça correspond à des objectifs. Ensuite, vous pouvez avoir des objectifs beaucoup plus segmentés, de toucher effectivement des populations beaucoup plus fines. Et à ce moment-là, c'est vrai que il faut aller dans une granularité un peu plus précise. Et la même marque, à un moment différent, elle peut avoir placé son curseur plutôt là ou plutôt là. Et donc, moi, ce que je crois, et d'ailleurs, je suis dans un groupe de travail avec le CSP en ce moment où on travaille sur la possibilité de convergence des indicateurs en fait entre la télévision linéaire et la vidéo en ligne, puisque aujourd'hui vous avez de la télévision linéaire qui vous donne des GRP, de la couverture, de la répétition, essentiellement sur les cibles socio-démo, et vous avez du digital qui vous donne du CPM, des impressions sur des granularités de cibles qui peuvent être socio-démo, mais qui peuvent être aussi beaucoup d'autres choses. Donc, on travaille là-dessus, mais il ne faut pas oublier qu'il y a en fait des normes, des conventions de mesure de l'exposition qui sont très différentes. En télé, si je fais simple, un spot télé, quand on vous donne un GRP, ça veut dire que 100% de l'écran a été vu sur 100% de la surface de l'écran. 100% de l'écran de publicité sur 100% de la surface de l'écran. La norme du digital, vous savez, c'est il faut qu'on ait vu plus de 2 secondes et que ça a été présent sur 50% de l'écran. Pas tout à fait pareil quand même. Donc, quand on essaye de faire converger les indicateurs, il y a Facebook qui couine beaucoup. Parce que si on enlève tout ce qui est en dessous de 3 secondes, au-dessus de 2 secondes, mais avec peu de complétion, il n'y a plus d'inventaire vidéo sur Facebook en fait. Complètement d'accord. C'est pour ça qu'il ne faut pas nous pousser à aller sur leurs indicateurs à eux. Sincèrement, c'est pour vous protéger, vous les annonceurs. Sincèrement, c'est un vrai point. Mais c'est un super point qui est super important. Si on applique par exemple à une campagne moyenne la comptabilité de la télé et la comptabilité du 50% de secondes, vous pouvez avoir le double de GRP. Facile. Donc, on est en train de travailler à ces choses-là, mais c'est vrai que pour moi, comme ça converge, et ça va continuer de converger, il faut qu'on soit capable à moyen terme de donner au client, selon ses objectifs, il a des objectifs massifs, des objectifs de brand equity, on doit pouvoir lui donner des GRP sur la télé linéaire, sur la vidéo en ligne, voilà. Et il a des objectifs plus précis, plus, on va dire, de call to action ou de performance. On doit pouvoir lui donner du CPM, du capping et d'une granularité de data plus fine. Voilà. Donc, ce sur quoi on est en train de travailler, nous, à TF1, c'est là-dessus. C'est de faire en sorte que, quel que soit le circuit, que ce soit de la télé linéaire ou de la VOL, vous puissiez avoir, selon vos objectifs,
des GRP de la couverture de la répétition, ou bien une granularité de data plus forte. Et ce que vous voyez là, c'est effectivement la vision américaine, où tout converge. Vous voyez, ils appellent ça l'Advanced TV, et vous avez de la télé linéaire, vous avez de la télé linéaire optimisée sur des cibles data, c'est ce qu'ils appellent l'optimized linéaire, vous avez de la télé en programmatique, vous avez, etc., etc., etc. Voilà, en résumé. Une question. Au mois de décembre, et TF1 et M6 disaient que, bien évidemment, sous conditions de déréglementation actuelle, que la télévision adressable représenterait entre 15 et 20% de votre chiffre d'affaires à horizon 2020-2021. Je vois bien qu'on a pris un peu de retard. Taverneau sur M6. C'est pas moi, hein. Et non, c'est pas vous, mais en l'occurrence, c'est ton président. Et également Taverneau. dit ça. Exactement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore d'actualité ou est-ce que, d'une manière générale, sur les principales régies télé, vous avez le sentiment que la montée en puissance, à partir du moment où la réglementation sera ouverte, sera plus lente qu'annoncée ou que ce qu'on peut voir par exemple aux États-Unis et ce qu'on verra après? Ouais, franchement, En 2 mots. Hein. je voudrais, ça va être dur, mais je voudrais retrouver ce qu'a dit Gilles parce que je suis très surpris qu'il ait dit ça. Là, les chiffres, c'est moi qui les fais. Donc, ah bah ça, je suis pas responsable de ce que dit Taverneau. Et en effet, TF1 l'a annoncé au moment, grosso modo, de la Non, présentation. alors, sur la télé adressée ou segmentée, il y a un amalgame qu'il ne faut pas faire et qu'on fait beaucoup en France. C'est, d'une part, est-ce que moi je peux vous adresser un message à vous différent d'Emmanuel parce que vous avez 3 enfants, 4 chiens et un cheval et que lui, il n'a pas d'enfants et qu'il a un autre mode de vie. Ça, c'est effectivement une potentialité dont on estime que finalement le potentiel n'est pas aussi énorme que ça. Ensuite, ça pose plein de problèmes de gestion d'inventaire, etc., mais que nos camarades de l'affichage savent bien gérer, donc on pourrait s'inspirer d'eux. Ensuite, il y a, et c'est là où il y a un gros potentiel, le régional et le local. C'est un marché en France, la télévision n'accède pas au marché du local et du régional. Aux États-Unis, pour vous donner un exemple, le marché de la télé, c'est 75 milliards de dollars, ça fait rêver. Et sur ces 75 milliards de dollars, vous en avez 30 milliards, c'est du régional et local. Donc, c'est sûr qu'aux US, quand on dit régional, ça veut dire quelque chose qui est grand comme la France. Ce n'est pas tout à fait pareil. Mais néanmoins, pour nous, là où on voit un gros potentiel, c'est là. Sur la question du timing, je pense qu'effectivement, le timing il va dépendre, on va dire, de la capacité technique qu'on aura à adresser le plus de monde possible. Or, aujourd'hui, c'est quoi les possibilités d'adresser les gens? C'est l'HBB TV, donc c'est les téléconnectés, ce qu'a évoqué Emmanuel, et si 60% des gens ont des téléconnectables, malheureusement, il n'y en a que 2,5 millions qui sont connectés. C'est pas beaucoup. Ensuite, c'est les box FAI. Ils sont 4 ou 5, donc il va falloir discuter beaucoup longtemps. Et ensuite, une fois qu'on sera mis d'accord avec eux sur comment ça marche techniquement, comment on y arrive, les investissements qu'il faut faire, parce qu'ils ont des investissements à faire pour pouvoir le faire. Peut-être que la génération de box que vous avez chez vous, elle sait le faire, et celle que j'ai chez moi, comme elle est vieille, elle ne sait pas le faire. Donc ça veut dire que, en gros, à horizon 2022, il y a peut-être 40%, 50% des gens qui sont adressables. Donc, voilà. Pour moi, les chiffres qu'on a, nous, évoqués, c'est un potentiel d'à peu près 200 millions d'euros. Vous avez en tête que le marché de la télé, c'est à peu près 3 milliards 3 milliards 4, donc c'est pas 15%, et porté aux 2/3 par la capacité de régionaliser et de localiser. Voilà. Fabien. Déjà, j'avais 2 questions pour toi. La première qui était sur la... AOL était dans les pionniers, parmi les pionniers, notamment aux US, en Australie, et dans assez peu de pays finalement où la télé entre guillemets programmatique ou avancée, ça dépend, c'est des modèles différents, et a développé des technologies capables de faire ça. Donc déjà, quels sont les premiers enseignements? Parce qu'effectivement, être premier parfois c'est bien, mais ça prend du temps, et parfois être premier tout seul, ça n'a pas un grand intérêt. Et après, j'avais une deuxième question pour rebondir un peu sur ce que disait Laurent, notamment parce que c'est un sujet important, qui sont effectivement l'unification des KPI et des outils de mesure. Toi qui représentes un pure player avec un axe très techno, quel est ton avis sur les 2 sujets? Je vais commencer par la télé adressée. Effectivement, donc AOL, OS, c'est la fusion de AOL et de Yahoo et qui représente des intérêts de Microsoft sur le média et la data. AOL a été un pionnier de la télé adressée
aux États-Unis et en Australie en créant une plateforme publicitaire. AOL s'est recentré il y a très longtemps, en 2009, sur la création de plateformes publicitaires et sur le média. 2 axes dans une ère post-FAI qu'on a tous connue. Donc à créer une plateforme publicitaire pour permettre 2 choses. Améliorer la data de ciblage des spots publicitaires et adresser de manière individualisée les personnes qui regardent un flux linéaire. Donc on a un flux qui est censé être le même pour tous et on différencie les spots publicitaires. C'est là où il y a un challenge de technique, mais qui est relevable. Et il y a un cadre légal derrière qui bloque, par exemple en France, le fait de mettre en place ce genre de stratégie. Donc, cette plateforme publicitaire, elle permettait donc de rerouter différents spots publicitaires en fonction des internautes, mais en fonction de data. Et sur la partie data, il y avait une vraie amélioration, un vrai booster qui était le fait de s'affranchir des panels. Le problème d'un panel, c'est que c'est 10 000 foyers ou 20 000 personnes qui vont, à qui on va demander 2 fois par an leurs habitudes de consommation, et puis un médiamat qui va répondre, sur lesquels les téléspectateurs vont appuyer sur un bouton pour dire je suis là, je suis en présence d'un invité ou je suis avec un tel, et donc chacun est responsable d'appuyer sur le bouton pour se déclarer devant sa télévision. Ce qui est quand même un frein dans la mesure de l'audience télévisée et derrière sur l'enrichissement de la data qui peut être insufflé dans le médiamat. Donc finalement, quand on fait des relations statistiques et quand on essaye d'alimenter, d'améliorer la pertinence publicitaire et de mieux savoir quel foyer on va exposer et quel choix de média planning ou de télé adressée on va faire, on est limité par le plus petit dénominateur commun. Et donc le plus petit dénominateur commun dans un panel, c'est très réduit, c'est 20 000 personnes. Donc si j'ai, imaginons, des encartés de cartes de fidélité de retail, j'ai 1 million de personnes d'encartés, si je les rapproche d'un panel de 20 000 personnes, je me réduis finalement à une base de 20 000 personnes. Et quand je réextrapole à l'échelle d'un pays entier, je suis coincé dans des estimations que j'ai faites sur un panel. Et donc tout l'enjeu et tout le gros travail qui a été fait en Australie et aux États-Unis, c'est d'alimenter, non pas sur un panel, mais sur des données de box, et donc de travailler sur des millions de personnes et de faire des corrélations, et de rapatrier des données de cartes de fidélité ou des données de cartes bancaires, et de les ramener sur un dénominateur qui était au niveau des box, et qui permettait du coup de ne pas se limiter à quelques milliers de personnes, et qui permettait donc une meilleure représentativité statistique, une meilleure capacité, une meilleure agilité d'ingestion de data et d'enrichissement de data. Et le deuxième point, c'était la rapidité. C'est-à-dire que le modèle tourne tous les jours, et tous les jours, je suis capable de réalimenter des consommations de la veille, des collègues de cartes de fidélité de la veille, des collègues de cartes de crédit de la veille. Ça veut dire que du jour au lendemain, je suis capable de réadapter un spot télé et de choisir le spot de 20h plutôt que celui de 20h30 parce que j'ai découvert que, c'est un peu caricatural entre 20h et 20h30, mais telle chaîne, en fonction de vraies habitudes de consommation qui ont eu lieu la veille et non pas 6 mois avant ou 1 an avant en fonction de la rigueur et de la complexité de gérer un panel, parce qu'on ne va pas demander aux internautes tous les jours de dire ce qu'ils ont consommé la veille, ce qu'ils ont regardé la veille, donc ça on le fait, mais ce qu'ils ont consommé la veille, est-ce qu'ils ont utilisé leur carte bleue, oui, non, est-ce qu'ils ont été dans tel ou tel magasin, etc. Donc tout ce réassemblage pour faire de l'audience planning télé et affiner le ciblage, même si on reste en télé linéaire, le cadre légal de l'Australie est le même que celui de la France, on ne peut pas différencier un spot entre une box et une autre box. Donc tout le gros effort a été vraiment de travailler sur la capacité de cibler des spots par rapport à des données hyper fraîches et des données at scale. Ça, c'est en Australie. Ouais. Et aux États-Unis, où il n'y a pas cette contrainte-là, ça a été de travailler à la fois sur de l'audience planning enrichie en télévision et d'en profiter, qu'à cela ne tienne, pour cibler des foyers spécifiques. Et donc avec toute la contrainte technologique de garder ça avec une fluidité pour le téléspectateur, qu'il n'y ait pas de buffering, qu'il n'y ait pas tous ces problèmes-là, qui est un vrai challenge. Au final, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de consensus, de convention entre les box, les broadcasters, qui avaient besoin justement d'harmoniser l'ensemble, qui était un vrai challenge.
Et puis c'est toute une infrastructure qui est assez lourde à gérer. Précurseur trop tôt, ou alors peut-être que c'était pas la bonne voie. Donc One TV, qui était la solution d'AOL, a été fermée il y a 1 an et demi. Pour une raison, c'est qu'on a décidé de recentrer tous nos efforts de plateforme publicitaire vers une seule brique technologique et pas de créer des infrastructures en silo. Ce qu'on avait fait avec One TV, parce qu'on partait de rien, c'était de créer une infrastructure from scratch, de zéro. Voilà. On a créé un mur d'un côté et on avait le mur digital, enfin en tout cas la maison digitale de l'autre côté avec la plateforme, donc, le stack DSP, SSP pour acheter et vendre les inventaires publicitaires en programmatique de l'autre. Et les deux infrastructures ne se parlaient pas. Et donc on a décidé de détruire la maison One TV et finalement de reconstruire des éléments qui sont essentiels, mais côté de la maison des technologies publicitaires digitales, parce qu'on pense que c'est par ce biais-là, par ce prisme-là, que la télévision adressée, la radio digitale adressée et le DOH arriveront, et arrivent déjà d'ailleurs, puisque donc via Brightroll, qui est donc le DSP de hausse, donc cette unique plateforme d'achat programmatique, qui permet d'acheter de la télé, alors aujourd'hui pas de la télé adressée, mais de l'IPTV, donc de la consommation délinéarisée de vidéos sur la télévision, permet d'acheter de la radio en programmatique et permet d'acheter du digital out of home, donc des écrans d'affichage via une seule plateforme qui permet d'acheter donc de la vidéo, du mobile, du native advertising en digital et de la télé, de la radio et de l'affichage. Donc c'est ça pour moi l'évolution clé pour Hauss, c'est une recentralisation autour des codes du digital. C'est très compliqué de créer de nouveaux langages, de créer de nouvelles nomenclatures. On le voit au quotidien et donc on a besoin d'avoir des normes qui soient partagées par tous. Et le digital, on a construit un dont on pense qu'il sera celui qui sera le plus fonctionnel. Je veux juste reprendre une chose par rapport à ce que vous disiez sur les panels. Alors, et puis parenthèse là sur la fin de ce que vous avez dit, moi je veux bien que la norme du digital soit appliquée à la télé, c'est-à-dire que je veux bien maintenant donner mes GRP sur une base 50% visible 2 secondes ou plus. J'ai pas de problème. Je pense que les clients auront un problème, mais parenthèse donc, je suis pas sûr qu'il faille toujours se benchmarker sur le plus petit dénominateur commun, parenthèse. Sur ce que vous disiez sur les panels. Là où vous avez raison, c'est que la limite des panels, c'est leur taille. C'est-à-dire qu'à partir du moment, même 20 000 foyers, ça a l'air d'être beaucoup, mais à partir du moment où on veut vraiment faire une segmentation fine, on tombe sur peu de gens dans le panel et donc peu de représentativité. On est d'accord là-dessus. Simplement, tant que la télé n'est pas adressable, finalement, ça veut dire qu'un ciblage data en télé, c'est pas un ciblage d'exclusion. C'est-à-dire, je ne peux pas faire en sorte que vous voyez une chose et que moi, j'en vois une autre. Je peux faire en sorte, par contre, d'optimiser la visibilité de la publicité sur la personne qui est la plus potentiellement intéressante pour l'annonceur. Donc, dans une perspective comme celle-là, comme je ne peux pas exclure des gens, si je fais des cibles trop petites, il ne faut pas aller en télé. Enfin, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, à quoi ça sert d'aller prendre une enclume pour écraser une mouche, quoi. Donc, à un moment... ce que vous évoquez, on est en train de le préparer. Ce que vous évoquez, ce qui se passe en Australie ou aux US, puisqu'aux US, NBC le fait avec Comcast. Nous, en France, on va le faire avec Bouygues Télécom. On est en train d'y travailler. Mais à mon sens, tant que la télé est linéaire, ça ne sert à rien. Parce qu'effectivement, on ne va pas faire des micro-segments. Si la cible du client, c'est 1 million de personnes, ça ne sert à rien que j'en touche 40 millions, quoi. Donc, et j'aurais beau optimiser sur ces 2 millions, j'en aurais toujours 38 millions qui ne lui servent à rien. Donc, voilà, c'est la réserve que je ferai. Je suis totalement d'accord. C'est vraiment pas mon point n'était pas de parler de micro-ciblage. Mon point était juste de dire qu'on a plus de fiabilité à adresser 5 millions de personnes consommatrices de yaourt en passant par des données at scale plutôt que de passer par un goulot d'étranglement qu'est le panel. C'est vraiment ce parallèle-là, mais pas du tout sur de la micro-cible, parce qu'effectivement, on est sur des médias de masse. Tout le monde achète des yaourts. Vous n'êtes pas d'accord? Qui n'achète pas de yaourt ici? Ouais, ok, voilà. T'as une allergie au lait ou quoi? Ouais. Voilà. Bon, ben voilà. Donc, à quoi ça sert que j'ai des données sur 5 millions de gens qui achètent des yaourts? Tout le monde achète des yaourts. Voilà. Et donc, je vais dire une chose qui n'est pas politiquement correcte, mais que je dis à ces clients-là, hein, c'est que faire du micro-ciblage sur des produits aussi consommés que des yaourts, de la lessive, etc., c'est du bullshit, quoi.
Voilà. Et d'ailleurs, la façon dont on le met en œuvre avec les cibles d'optimisation de quantité achetée de yaourt, par exemple, eh ben, vous faites une campagne en optimisant sur cette cible-là, vous allez vendre à peu près 300 000 € de yaourt de plus dans votre campagne sans avoir dépensé $1 de plus en télé. Voilà. Donc, oui, quand vous vendez des produits de très grande consommation comme ça, il faut optimiser la cible, mais à la limite, les gens qui ne sont pas le cœur de cible, ils achètent aussi votre produit, donc c'est quand même utile de les toucher. Et la voiture, ça c'est quand même un exemple intéressant, il se vend 2,2 millions de véhicules neufs en France par an. Donc si vous êtes Renault, ça veut dire que vous en vendez à peu près 400 000. Renault, leur cible à la télé, c'est les 25-59 ans. Donc c'est 30 millions de personnes. Pourquoi Renault adresse ses publicités à 30 millions de personnes pour vendre 400 000 voitures dans l'année? Je vous pose la question. Ils sont débiles? Non. C'est juste qu'ils construisent leur brand equity et que c'est vrai que l'efficacité des médias, c'est la bonne alliance entre ce qu'on a construit en brand equity et au moment où vous, je sais que dans 3 mois ou dans les 3 mois, vous allez acheter une voiture, là, c'est intéressant que je sache vous micro-targeter. Parce qu'effectivement, là, si j'ai fait mon bon boulot de brand equity au cours d'années qui ont précédé, je vous envoie une publicité ciblée au moment où je sais que vous êtes dans le purchase funnel, j'ai plus de chances que vous achetez ma voiture. Mais si je vous envoie cette même publicité ciblée au moment où vous êtes dans le purchase funnel et que vous n'avez jamais entendu parler de Renault auparavant, vous n'achèterez pas une Renault. Tout ça est une question d'équilibre en fait, d'orchestration d'équilibre. Et d'objectifs et de moments où on se trouve. J'aimerais bien qu'on parle un peu de contenu, parce que l'heure tourne, alors c'est top, merci. Mais j'aimerais bien qu'on parle un peu de contenu, parce qu'effectivement, on a parlé beaucoup d'adressabilité, enfin tout le côté un peu publicitaire, qu'est-ce qui va bouger dans les prochains temps assez rapidement, de par notamment les technologies pub. Mais il y a des éléments qui sont quand même très importants sur la partie contenu. Donc effectivement, on en a parlé. L'hyper-personnalisation, par exemple, en affichage, Jean, n'a pas forcément un sens, c'est-à-dire adresser demain, type Minority Report, je passe devant un écran et je vois une chose différente que toi, 5 mètres derrière, tu vois peut-être une autre pub, ça n'a peut-être pas forcément sens. En revanche, aujourd'hui, vous avez développé, grâce au Digital Outdoor, toute une offre qui permet justement de contextualiser beaucoup plus fortement en fonction de là où on se trouve. Oui, alors avant de répondre plus précisément à ta question, c'est vrai que cette notion de contenu, elle est importante et le DOH, c'est un nouveau média. Oui, il va y avoir une transformation progressive et qu'effectivement, qui est déjà opérée dans les lieux de transport, par exemple. On prend l'aéroport de Paris, on a totalement transformé l'offre et l'offre, elle est essentiellement digitale, mais il y a quand même la cohabitation de backlight qui sont là aussi très efficaces, mais cette transformation, on va dire, elle est engagée. Mais pour nous, notamment en milieu urbain, le DOH est un nouveau média et qu'il faut penser véritablement de manière extrêmement différente. C'est-à-dire que quand vous êtes confronté à ce média-là dans le métro, dans une gare, à l'aéroport ou quand vous êtes dans votre voiture, eh ben, il n'y a pas le même temps d'exposition, il n'y a pas la même contextualisation. Et donc c'est là qu'on voit que, alors ça a toujours été le cas pour la communication extérieure, parce que le média c'est le message, mais il faut totalement l'adapter au mode de contextualisation. Et là c'est un challenge qui est énorme pour toute la communauté de la communication, les agences de publicité, vous les annonceurs et vous les agences médias, parce que vous ne pouvez plus construire votre plan sans penser au message. Donc là, il y a quelques exemples, vous voyez, donc entre une diffusion que vous allez faire dans les centres commerciaux ou dans une zone de transport où vous êtes en zone d'attente, ou alors vous êtes très pressé parce qu'il faut prendre votre avion et donc, ou votre train, et donc là, vous avez un temps d'exposition qui est beaucoup plus court, vous avez de l'audience piétonne, et à chaque fois, alors vous avez une création publicitaire, vous avez des codes créatifs, mais il faut complètement les adapter au mode de consommation. Ce qui n'est pas fait actuellement. Non. Il y a un vrai enjeu créatif en termes de scénarisation des contenus qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est-à-dire que la digitalisation des médias offline, c'est aussi une réécriture des contenus et pas simplement un enjeu de contenant. Essentiel. Juste de dire, c'est très très important et c'est pas du tout fait. Nous, 85% des spots qui passent sur nos plateformes numériques, y compris sur les mobiles, c'est les mêmes que ceux qui passent sur TF1. Donc il y a un problème. C'est pour ça que, encore une fois, le DOH, c'est formidable en termes de potentialité, mais ça nécessite complètement, c'est un média qu'il faut prendre à part entière. Si vous voulez, l'expérience quand vous êtes face à l'écran 2 à Roissy, qui est un écran d'exposition, ou je ne sais pas si on l'a vu tout à l'heure, mais ce qu'on appelle l'immersive channel à l'aéroport de Nice,
c'est pas du tout le même média. C'est-à-dire vous avez un média qui est un média d'exposition ou là d'émotion. L'immersive channel, c'est une vraie expérience. Et puis vous avez après les dispositifs qu'on met en co-visibilité dans 28 aéroports, qui là on est sur de la publicité beaucoup plus classique, avec de la répétition et de la mémorisation, et moins de l'expérience ou moins de l'émotion. Donc il faut vraiment penser la création. C'est pour ça que, je ne veux pas toujours donner le sentiment d'être d'accord avec mon voisin, mais que cette idée de tout ce qui est digital est génial, de dire aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont dit que la publicité n'existerait que si elle était demain hyper personnalisée, que la capacité à délivrer le même message à tout le monde au même moment, tout ça c'était mort. Bah nous, ce qu'on voit quand même, c'est des clients qui effectivement ont des objectifs de massification, et quand on commence à utiliser quelquefois même des outils comme SmartBricks et à réduire la notion de répétition parce qu'on va être beaucoup plus pour aller toucher tel cluster, les clients, la première remarque qu'ils nous font, c'est je me vois moins. Bah ouais, puis tiens, j'ai pas tout à fait les mêmes. Donc, encore une fois, il ne faut pas opposer les deux, mais en tout cas chez nous, c'est deux médias qu'il faut penser différemment, et ça va même au-delà de ça, c'est que le DOH, c'est pas la même, c'est un média qui n'a pas la même fonction quand on est en audience automobile, où là on va cibler les carrefours d'audience avec des temps d'exposition à 3, 4, 5 secondes. Ce n'est pas la même expérience quand on est dans le centre-ville de Nice, où là on est dans l'audience piétonne et il y a de la co-visibilité. Ce n'est pas la même expérience quand on est dans l'immersive channel à Nice. Donc c'est quasiment à l'adresse qu'il faut penser le contenu. Et c'est pour ça que c'est une vraie opportunité pour vous, parce que ça veut dire qu'on pourra de moins en moins, et d'ailleurs regardez le mouvement qui est fait dans les agences de publicité, dans les groupes de communication aujourd'hui, autant dans les grands, chez Havas ou chez Publicis, cette connexion beaucoup plus forte entre le média et le message, sur des supports comme ceux qu'on est en train de développer, ça va devenir essentiel. Après, il faut les faire travailler ensemble, dans des grands groupes comme ça, c'est Voilà. pas forcément évident. Alors, c'est même souvent contradictoire. On voit bien que c'est très difficile, effectivement c'est très difficile. Mais en tout cas, c'est nous le message qu'on veut donner au marché, c'est dire il faut vraiment penser la création, le contenu en fonction du support, de la contextualisation, de l'audience. Puis nous, on a une autre réflexion en matière de contenu, c'est que nos mandants, ils communiquent aussi sur ces dispositifs. Je rappelle que le digital urbain, DOH urbain, donc qui est sur le domaine public, 50% de l'espace est réservé à la communication de la ville. Et on voit que par exemple, beaucoup de maires en France ont une vraie volonté d'aller vers ce média-là, parce que c'est aussi un moyen pour eux de communiquer de manière plus directe, plus impactante avec leurs citoyens. Et donc nous, on doit aussi se préoccuper du contenu du mandant. C'est pareil avec un univers qu'on est en train de développer, qui est celui du retail. Là, on va développer 100 écrans dans les vitrines de Monoprix. Monoprix aura 40% d'espace qui lui est totalement dédié. Donc il faut penser les contenus publicitaires en fonction des contenus qui sont presque des contenus éditoriaux, l'éditorial de la ville, l'éditorial de Monoprix. On voit dans certaines zones de transport, il y a des écrans aujourd'hui où vous avez à la fois l'affichage pour... regardez dans les gares, il y a des fortes concentrations d'audience parce qu'on regarde le départ des trains et surtout on veut savoir quel est le numéro du quai. Bon. Et donc on voit des écrans où il y a à la fois de l'information passager et puis potentiellement aussi de l'information publicitaire. Donc il y a un vrai travail à faire sur les contenus qu'il faut penser, mais quasiment à l'unité. Donc c'est colossal, mais c'est absolument essentiel et ça ouvre aussi de nouvelles perspectives. Chez Énergie, comment est-ce que vous pensez justement le digital dans la création, que ce soit du contenu télé et ou radio, et cette déclinaison possible en digital? Comment est-ce que vous allez accompagner l'utilisateur, l'internaute, le téléspectateur dans sa continuité? Alors chez Énergie, on a une forte culture de la marque, donc de la marque média Énergie. Là où on parle souvent en publicité de brand safety, nous on a une sorte de content safety, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons dans le digital un peu compliant avec l'ADN de la marque. Donc il y a une grosse partie de la production digitale qui est liée et qui est une sorte d'accompagnement, d'amplification, d'émanation des contenus télé et radio. Donc ça nécessite quoi? D'abord, ça nécessite une bonne organisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va peut-être en parler plus tard, mais il y a une explosion de la consommation des podcasts. Donc il y a un regain autour du son qui est important, nous on le voit très clairement. Donc du coup, ça veut dire qu'après chaque émission de divertissement chez nous, puisqu'on ne fait pas que de la musique, on fait aussi des émissions de divertissement, eh bien, dans la demi-heure qui suit,
une émission par exemple comme Manu dans le 6-9, qui est l'émission la plus puissante de France, toute radio confondue, dans la demi-heure qui suit l'émission de 6h à 9h30, on a une dizaine de podcasts qui sont à la fois l'émission, mais également des séquences, des rubriques, le jeu des 5 mots, l'appel à 10 000, etc., qui sont de façon très industrielle mises en ligne. Ce qu'on voit aussi d'ailleurs, parce qu'on a plusieurs radios, on parle d'énergie, mais on a énergie, nostalgie, chérie, rire et chanson. C'est assez marrant de voir qu'on consomme beaucoup de podcasts d'énergie sur iTunes, donc c'est-à-dire des personnes qui sont plutôt jeunes, qui sont très mobiles, user mobile, alors que pour Rire et Chanson, qui est en train d'exploser en termes de consommation de podcasts, c'est sur notre site. Donc c'est assez étonnant de voir ça. Ce qui est d'ailleurs, l'humour est très très adapté au podcast, puisque celui qui cartonne et qui fait plusieurs centaines de milliers de lectures par mois, c'est l'appel trop con de Martin, qui par définition est un appel, donc il ne se voit pas, donc il s'écoute. Voilà. Donc au-delà de cet environnement-là, on essaye, nous, dans le digital, de créer du contenu ad hoc. Et on va du coup créer des JT musicaux, on va créer autour des environnements qui nous concernent du contenu additionnel. On va par exemple, ça demande de l'anticipation. Lorsqu'on travaille avec des boîtes de production, donc je passe à la télé, sur Énergie 12, lorsqu'on produit Les Anges, enfin on ne produit pas Les Anges, c'est un producteur avec lequel on travaille, il faut anticiper le fait que contractuellement, on aura la possibilité de travailler avec eux et avec les stars de la télé-réalité, de les interviewer, d'avoir la possibilité de diffuser le contenu, de pouvoir négocier les droits d'exposition des replays, etc., etc. Donc il y a tout un travail à la fois d'anticipation et d'organisation que l'on met en place par rapport à ça. Chez TF1, Laurent, vous avez fait pas mal d'acquisitions dernièrement, ces 2 dernières années, notamment, et des associations européennes assez importantes avec d'autres acteurs, notamment pour dépasser, moi c'est ce que je comprends de la stratégie, mais tu vas peut-être nous éclairer là-dessus, sur dépasser un petit peu la diffusion au-delà de vos propres supports, notamment sur la partie digitale. Est-ce que tu peux nous en parler en détail ? Alors, absolument. Alors, il y a 2 idées un peu différentes en fait. Il y a une idée d'étendre notre empreinte digitale au-delà de nos propres contenus, ce qui est Minute Buzz par exemple, où là, il n'y a pas tellement de lien de contenu. Et Studio 71, là, c'est une autre idée. Studio 71, c'est l'idée de plateformiser nos contenus sur les devices et sur les portails qui sont beaucoup consommés par les plus jeunes, en l'occurrence sur YouTube. Donc, effectivement, grâce à cette plateformisation de contenu, juste ce que vous voyez là, c'est que vous voyez qu'en fonction des contenus, les devices utilisés diffèrent évidemment. Quand vous allez regarder sur MyTF1, en moyenne, la durée de consommation quand on consomme un contenu sur sur MyTF1, c'est 1h10. 1h10 sur le mobile, pas très confortable quand même. Donc ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, c'est l'IPTV qui domine beaucoup, c'est l'écran de télévision qui domine sur le replay dans la consommation de nos contenus en délinéarisé quand c'est les contenus de MyTF1. Sur Studio 71, ce qu'on fait, c'est qu'on met des contenus plus courts, des extraits, des bonus, et du coup, ça se prête plus à une consommation en snacking, on va dire, et sur des écrans plus petits et en mobilité. Donc l'idée qu'on avait en faisant ça, c'était à la fois de toucher plus de gens, rester avec nos contenus en connexion avec les plus jeunes d'entre nous qui consomment beaucoup les écrans digitaux et notamment beaucoup de mobiles, mais également beaucoup de PC d'ailleurs. Donc ça, il y avait une idée que nos contenus, tout ce qu'on produit, ça reste en connexion le plus possible avec les plus jeunes. Mais au-delà de ça, il y avait l'idée aussi, notamment avec Minute Buzz, de proposer du brand content et au-delà de nos contenus, d'élargir notre capacité d'offre publicitaire sur les cibles les plus jeunes, quoi. Ouais, et c'est vrai que en fonction des types de contenus, ça se prête plus ou moins à une consommation en mobilité sur tel ou tel type d'écran et on voulait être partout. Et c'est vrai que grâce à Minute Buzz et à Studio 71, vous voyez qu'on a pu accroître considérablement la consommation sur les mobiles et sur les desktops notamment. Très bien, ce sera ma dernière question, après je laisserai la parole au public. En tant que pure player, vous avez votre propre studio, issu d'Yahoo, avec une forte
Aspérité sur le sport. Donc un événement comme la Coupe du Monde qui démarre dans 10 jours, comment est-ce que vous, par rapport à des diffuseurs du offline, notamment TF1 qui est le diffuseur de l'événement, quel type de contenu vous allez produire, sachant qu'il va être digital only, et comment est-ce que vous allez vous différencier, quel type de contenu déjà vous allez mettre en place, et comment vous allez faire vivre l'événement qui dure 4 semaines, donc c'est quand même relativement long pour un événement, et vous différencier par rapport à ça. Du coup, en fait, c'est clairement comment attirer une audience qui sera peut-être intéressée par des contenus différenciants. Je rejoins des choses qui ont été dites déjà, et ce n'est pas lié spécifiquement à la Coupe du Monde, mais sur l'adaptation des contenus. Yahoo est un gros producteur de contenu. On a une équipe éditoriale qui est menée par Alexandre Delperrier en France, qui est donc un acteur média global et qui adapte sa création de contenu pour le mobile et avec un gros axe vidéo. C'est forcément ces deux axes, ces deux piliers qui régissent la stratégie de l'entreprise sur la partie média. Et là, typiquement, on a le teaser de la Coupe du Monde 2018, avec donc des consultants vedettes qui sont connus, Alain Bogossian et Vikash Dorasso, des personnes qui seront déportalisées, donc là un de nos commentateurs sportifs qui sera en Russie, et des lives. Donc des lives quasiment tout le quotidien, et avec cette réactivité dont parlait Frédéric sur Énergie avec Manu dans le 6-9 et j'imagine pour tous les autres programmes, qui est de dire j'ai un tronçon de live qui est long, qui dure peut-être 2 heures et qui va être directement mis à disposition en live sur toutes les plateformes et derrière saucissonné et reproposé en différé, du coup en léger différé sur l'ensemble des canaux en consultation. Et ce qui veut dire qu'on a vraiment, en fait, on s'adapte. Tout l'objectif, c'est de s'adapter, c'est de fluidifier cet accès au contenu et donc de dire, vous voyez là, le teaser, il est prêt pour le mobile, il a été conçu pour le mobile. C'est d'adapter aux différentes manières de consommer le digital, d'avoir des contenus du live pour ceux qui sont derrière l'ordinateur, qui sont prêts, qui ont envie d'écouter les consultants commenter le match, débriefer le match, et derrière de travailler sur la mise à disposition, voilà, en différé, en vidéo et aussi en écrit pour ceux qui ne sont pas dans un moment de consommation des médias où ils sont en mesure d'avoir de la vidéo, de pouvoir toujours avoir l'écrit qui est important, qui reste important. Et puis après, sur la création de contenu, on pense que émergent beaucoup de médias purs digitaux. On l'a vu avec Minute Boss qui a été racheté par TF1. On le voit avec un média comme Brut, par exemple. Et Yahoo est dans cette perspective-là, en tant que historique de la création de contenu digital, de travailler sur des contenus. On nous a souvent dit le contenu digital doit être hyper court, le mobile ça doit faire 3 minutes et puis voilà. Donc il y a eu une tendance à industrialiser la création de contenu ultra court. La réalité c'est que ça reste quand même l'intérêt du contenu qui va faire qu'on va rester plus ou moins longtemps. Et donc là, on a un exemple d'une vidéo, on ne va pas la mettre en entier, mais de 8 minutes de interview de Zinedine Zidane quelques jours avant qu'il enlève le maillot et la veste, sur les 20 ans de la Coupe du Monde, de la Coupe du Monde en France 1998. Et on a des contenus qui peuvent aller de 5 à 15 minutes sur le digital, qui sont tout autant consultés que des contenus ultra courts, qu'on va s'adapter en fonction de l'intérêt du contenu. L'objectif, c'est d'avoir un contenu qui est hyper attractif, qui est différenciant, qu'on ne va pas retrouver partout, et derrière d'avoir les bons canaux. Et donc ça, c'est un axe qui est fort stratégique pour Verizon, qui est donc notre maison mère, qui a racheté AOL et Yahoo. C'est de travailler sur le média, d'être le premier producteur de médias dans le monde par simplement une couverture mondiale de Yahoo. Et derrière de consolider les nœuds de connexion, fluidifier l'accès au contenu et avoir ces nœuds de connexion, c'est l'accès dans le téléphone. Donc on a annoncé il y a un mois un partenariat mondial avec Samsung sur la mise à c'est un partenariat structurant de mise à disposition des contenus de Yahoo auprès de Samsung sur leur écran de démarrage. Avec derrière une logique de monétisation par les besoins de Hauss. Donc Hauss devient finalement une plateforme à la fois média au service de Samsung
et de monétisation au service de Samsung, de la même manière qu'on est un agent de monétisation des environnements de Microsoft. Donc on retrouve la circulation de contenu, une présence forte qui est primordiale sur les nœuds de connexion. Donc j'ai parlé des constructeurs de téléphones, mais ça va être les FAI, ça va être les moteurs de recherche, ça va être tous ces nœuds, ces moments clés de la vie digitale où la présence, il faut absolument sur cette présence-là. Merci messieurs. Un grand merci à tous. Ces contenus. Très honnêtement, je pense qu'on a fait à peu près la moitié des questions qu'on avait posées. On serait bien resté 1 heure de plus, mais la promesse c'était qu'effectivement on tienne à peu près 1 heure. Le principe, c'était le premier morning qu'on organise, mais le principe c'est qu'on en refasse plusieurs fois dans l'année, donc avec des thèmes différents, des intervenants différents aussi. Peut-être que certains reviendront, on verra. Mais l'idée aussi c'est... Oui, c'est vrai, tu as pas parlé du GRP. Mais on a peut-être la place pour 1 ou 2 questions, ou interventions, quelle qu'elle soit, remarques. Ou pas. Ou pas. Ah. Oui. Compte tenu de ce que vous venez de nous dire, qu'est-ce qu'attendent les agences pour se mettre en phase avec ce que vous venez de nous expliquer, puisque visiblement il y a des formats très différents, il y a des formats extrêmement courts. J'ai rencontré une créative il n'y a pas très longtemps qui me disait mon métier a passé de 60 secondes à 8 secondes. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le travail de production du contenu et de la créativité, justement, ce qui fait le message? D'autre part, vous ne nous avez pas parlé des interactivités qu'il peut y avoir entre les supports et finalement le public, puisque tous les objets sont connectés, les voitures sont connectées. Donc on va dire les audiences sont moins passives finalement devant les messages qu'elles reçoivent. Est-ce que vous travaillez sur des interactivités dans les véhicules, sur les téléphones, sur tous les objets connectés avec les affichages ou les messages qui sont diffusés en télé, en radio ou autres? Quelles interactivités vous prévoyez dans les années qui viennent? Alors, si on peut un peu résumer ce qu'on s'est dit, moi je pense qu'on vit une période formidable. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des fresques qui montrent que les choses ont quand même considérablement évolué, changé fondamentalement en 15 ans et encore plus en 10 ans. Et que là, on est, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous, dans le métier de l'autofoam, on est vraiment à un turning point et que le développement d'actifs d'IOH va considérablement se développer puisque les prévisions, c'est que ça représentera 40% du business à échéance déjà 2020-2021. Donc maintenant, on vit ce changement. Donc il est passionnant pour nous tous, pour tout notre écosystème. Les annonceurs, les agences médias, les agences de publicité, nous-mêmes les supports, et que finalement, on rebat un peu les cartes, et que ma conviction, mais ça elle est tout à fait personnelle, elle est qu'effectivement, en tout cas pour ce qui nous concerne, définitivement, ça a toujours été le cas, mais définitivement, on ne pourra plus penser le média indépendamment du contenu et penser le contenu indépendamment du média, pour ce qui nous concerne. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça nécessite un certain nombre on voit bien que les organisations se métamorphosent, que tout le monde est en train de se réinventer, les agences se réinventent, nous on se réinvente, les annonceurs aussi se réinventent, et parce que il y a des changements qui sont des changements fondamentaux, et que les choses, il faut qu'on les construise ensemble. Mais moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que le média, et la stratégie média, et le smart planning, l'audience planning reprennent toute leur valeur. C'est extrêmement intéressant. Et tu avais raison de souligner que même le programmatique, il y a beaucoup de travail qui est fait en amont. Et puis là-dessus, je voudrais quand même un petit mot sur le programmatique. C'est que tout le monde dit, alors vous allez développer votre plateforme, vous faites du programmatique. Est-ce que ce que vous voulez, c'est que quand vous investissez 100, il ne en reste plus que 30 au publisher? C'est quand même ce qui se passe aujourd'hui dans la black box actuelle, d'un certain nombre de pure players du web. Nous, c'est pas ce qu'on veut. En tout cas, nous, on ne peut pas, parce que notre modèle économique, il ne nous permet pas, si l'annonceur investit 100, qu'il nous en reste 30 ou 40. Parce que nous, on verse des redevances, on a des mandants, etc. Donc, ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que, bien sûr qu'on va développer l'accès, et dans ces accès qu'on va développer, il y aura aussi de l'intelligence en matière de smart content et d'adaptation des contenus, mais nous, on ne pourra pas passer dans cette moulinette-là. Donc, on va essayer de faire, je ne sais pas si on l'appellera programmatique, mais plus vertueux pour tout le monde. Voilà. En tout cas, c'est notre... Et sur la mesure d'audience, je rejoins parfaitement ce que tu as dit. Oui, c'est essentiellement, c'est important, mais est-ce qu'il faut se caler sur les normes des pure players? Personnellement, j'en suis pas convaincu. Alors maintenant, sur l'interactivité.
L'interactivité, oui, c'est bien évidemment quelque chose qu'on cherche à développer, mais ce n'est pas toutes les formes de DOH. Parce que le DOH, ce qu'on appelle le large format, en écran, là c'est plus difficile, parce qu'on interagit moins. En revanche, on voit, et notamment en Asie, parce qu'en Asie, nous on a une opportunité, c'est qu'on est présent dans 75 pays sur tous les continents. Donc on voit les tendances incroyables, et en Asie et surtout en Chine, ils sont déjà, eux, la monnaie, c'est déjà, ça est totalement en train de disparaître. Ils font tout avec le mobile. Et donc, il y a une interaction très forte avec le mobile. Et on voit, on a quelques success stories d'opérations qu'on a montées dans les aéroports, notamment avec Pernod Ricard et le Cognac Martel, où effectivement, on délivre des messages. Ça arrive sur une plateforme de réseau social qui donne droit à un coupon. Et on se retrouve dans le point de vente, etc. Donc, la connectivité, la connexion, oui, évidemment, dans les audiences piétonnes, moins dans l'audience automobile. Pour certains types de dispositifs digitaux, effectivement, on y travaille beaucoup. Maintenant, croire que... Alors, il y a toute la lien avec le mobile. Et là, effectivement, alors là, on n'est pas seul, mais on réfléchit. Et au-delà de réfléchir, il y a aujourd'hui des offres qui existent pour associer campagne out of home et campagne mobile, avec du géofencing. On a découvert, nous, une nouvelle offre, par exemple, sur nos toiles événementielles à Paris. On a des toiles sur les monuments historiques. Il y a une agence qui a eu une idée intéressante. Elle a créé un produit avec Waze. Et donc, en fait, quand vous allez vous approcher, vous êtes en hyper proximité de cette toile événementielle, et vous aurez votre message qui va apparaître sur... Donc, effectivement, je pense qu'on a un challenge, on a tous un défi incroyable. Il faut repenser la façon d'utiliser nos médias, de repenser la connexion et la synergie entre les médias, de repenser la création, d'adapter la création quasiment à chaque support, à la contextualisation en tout cas. Nous, on considère que notre média devient potentiellement un média de contextualisation, et on veille à ce que ça reste un média aussi de puissance. Donc voilà, il faut se réorganiser, repenser nos outils, repenser l'accès à notre média, repenser l'audience planning, mais ça on va le faire tous ensemble et on le vit, on n'a pas beaucoup de recul, on est en plein dedans. Donc je trouve que c'est une chance inouïe qui nous est offerte parce que si on regarde le monde qui est derrière nous, on n'a pas eu cette opportunité-là. Moi j'ai eu l'opportunité de voir naître la TNT par exemple, c'était drôle. Attention aux prophéties quand même. Moi je me souviens quand on a lancé quand la TNT s'est lancée, on allait dans les agences, mais il faut voir ce qu'on... De toute façon, ça ne marchera jamais, vous n'aurez jamais de moyens pour avoir du contenu. Donc tout à l'heure, ça m'a fait marrer de voir que c'est déjà 30% de l'audience. Quand on voit Canal+, heureusement qu'ils ont C8, hier j'étais avec les gens d'M6, quand W9 et Sister, c'est quand même important dans la construction de leurs audiences, pour vous aussi chez TF1. Un point, c'est que oui, ça fait 30% d'audience, et tu sais qu'on a 4 chaînes de TNT, donc je me permets un point... Oublions le passé, c'est pas le sujet. Oublions le passé, c'est pas le sujet. Ce que je voulais dire, c'est que certes, la TNT fait 30% d'audience, mais que 80% des chaînes de TNT perdent encore de l'argent. Donc ça marchera jamais. Oui, ça marche, mais est-ce que ça marche vraiment économiquement? Voilà. Okay. Bon, en tout cas, voilà. Moi je dis attention aux prophéties et aux gens qui pensent que... Voilà. Parce que je pense que c'est difficile d'avoir des prophéties parce qu'on vit les choses, quoi. Donc on n'a pas beaucoup le recul. Donc à nous de les faire de manière la plus intelligente possible et ensemble, quoi. Pour revenir sur votre point, sur la partie création de contenu, je pense que vous, en tant qu'annonceur, vous êtes en posture de pouvoir faire changer les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, les agences, elles sont dans un schéma de préparation très en amont où on ne pense pas forcément les moyens, donc les médias. Et on arrive en fin de parcours à activer les médias et à leur demander de faire rentrer des carrés dans des ronds qui ne vont pas forcément rentrer. Donc faire revenir le média, parce qu'il n'y a pas mieux que nous pour connaître nos propres médias. Et ce n'est pas pour rien qu'on a tous développé des cellules de création pour permettre aux agences médias, aux agences créa, de remonter justement et d'exploiter ce potentiel de création publicitaire adaptée aux différents supports. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est vraiment un point important, mais je pense que votre question, elle adresse un problème économique en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il faut dépenser plus d'argent en création qu'en médias, ça va être un problème, parce que même si les coûts de production ont vraiment beaucoup baissé grâce au numérique, etc., tout ce que vous savez tous, si au lieu de diffuser
un spot sur, allez, 2 ou 3 gros médias comme on faisait au bon vieux temps, on va dire. Il faut diffuser 50 spots sur 300 médias. Ça pose un problème de coût de production quand même, c'est-à-dire qu'il va falloir bien les faire, ces créations. Et puis ensuite, un problème d'implémentation de ces créations pour qu'elles soient diffusées. Donc c'est vrai que là, il y a un point où il faut vraiment réfléchir, où qu'est-ce que je gagne en optimisant et le ciblage et l'adressage de la création en termes de retour sur investissement de la publicité, et qu'est-ce que je perds finalement à dépenser autant d'argent pour faire autant de créations et faire en sorte qu'elles soient activées sur autant de supports. Voilà. Et je pense que c'est un sujet pour vous les annonceurs et aussi pour les agences de publicité qui doivent faire en sorte de vous aider à démultiplier vos créations sans faire trop exploser vos coûts, quoi. On voit une dichotomie, en tout cas sur le digital, moi je le vois au quotidien. On a du brand content qui est donc être censé faire venir les internautes et qui est très chiadé, qui est très pensé en fonction de l'endroit de diffusion. Et derrière, on a de la médiatisation, donc des bannières, des vidéos, etc., qui sont peu adaptées. Au final, il y a quelques efforts à faire qui ne sont pas monstrueux pour bien adapter le message au canal et s'adapter. Aujourd'hui, je vois plein de bannières sur mobile qui sont illisibles. Enfin, si on pense juste acheter du média, le coût du média par rapport au coût de la créa, et juste penser très simplement que bah ouais, une petite bannière en mobile, ça ne sert à rien de mettre du caractère 2 parce que c'est illisible personne, ou une créa qui va devenir pixelisée, en fait, on est antiproductif au total. Donc il y a quand même un effort à faire d'adapter au moins aux canaux et voilà, d'éviter de mettre le spot télé, comme tu le disais tout à l'heure, de mettre le spot télé en mobile parce que ouais, ça rentre pas, c'est pas les mêmes temps de communication. Un grand merci aussi à toutes et tous d'être venus et j'espère qu'on aura su répondre à certaines de vos interrogations. Il y a plein de choses qui ont été dites et je pense que l'enjeu de contenu sur lequel on a insisté à l'instant est un enjeu majeur. Il faut bien penser en effet à la digitalisation des médias offline en se disant que derrière, ça doit faire aussi ça doit aussi générer une écriture différente des contenus et donc de faire évoluer ça. Et ça, c'est une exigence en effet que vous, les annonceurs, vous devez avoir de manière particulièrement aiguë. Et puis je terminerai, en effet, si on peut réussir à faire couiner Facebook, faisons-le. Et donc, en espérant que... Le résultat financier, il couine pas beaucoup. Non, il couine pas beaucoup. Ça couine pas beaucoup. Exactement. Un grand merci à toutes et à tous. Mille merci.